Dans ce test 6, il y a 2 exercices qui sont totalement indépendants et qui couvrent une bonne partie du programme de SUP et du programme de SP. Reprenons ensemble quelques points qui sont des questions assez fréquemment posées, donc sur lesquelles vous devez être relativement à l'aise. Je commencerai bien entendu par les questions de dénombrement du nombre de stéréoisomères, pour lesquels vous avez tous remarqué combien il y avait de carbone asymétrique, mais où très peu d'entre vous ont pris la peine de remarquer que s'il n'y a pas de plan ou de centre de symétrie, alors effectivement le nombre de stéréoisomères qui reste est égal à 2 puissance n. Sans cette petite remarque, le calcul de 2 puissance n n'est pas validé. Ensuite, il fallait calculer la configuration absolue du carbone 2, assez peu d'erreurs, ceux qui se trompent sur le classement des différents groupes, mais globalement ça a été plutôt bien fait. Par contre, en ce qui concerne l'épimérisation, le fait qu'on vous signalait qu'on constatait qu'il existait un stéréoisomère dans lequel un seul carbone changeait de configuration, alors je n'ai quasiment jamais eu de bonne réponse. Il ne faut pas, au pif, répondre qu'un des carbones change de configuration. Il n'y avait pas de lien direct entre la question 1 et la question 2, mais il fallait utiliser le fait qu'il y avait peut-être un carbone qui pouvait subir une transformation, l'amenant à passer par un état intermédiaire plan. C'était bien entendu le cas s'il y avait un énolate sur le C en alpha de la CO, et donc c'était bien le groupement qui porte la double liaison CO qui était capable de changer de configuration absolue. Voilà, je vous laisse reprendre ce petit mécanisme qui est un mécanisme d'équilibre céto-énolique, c'est-à-dire de tautomérie, qui était effectivement explicable pour justifier la possibilité de formation des 2 stéréoisomères. Mais quand vous aviez répondu qu'on changeait la configuration absolue du carbone 2, eh bien vous n'aviez pas d'argument pour justifier cette modification. S'en suivait une question qui était finalement une simple question de cours concernant l'acétalisation à partir de l'éthane 1,2-diol et de la propanone. On vous demandait le nom de la fonction qui était mise en œuvre, et le nom de cette fonction c'était acétal, et on vous demandait pas de démontrer que c'était une acétalisation. Répondez avec précision à la question. Si on vous demande le nom d'une fonction, ne répondez pas le nom d'une réaction. Vous n'allez pas avoir les points au concours. Le mécanisme était exactement le mécanisme vu en classe. Je voudrais juste relever quelques erreurs qui ont pu être faites et qui concernent le fait que vous avez voulu faire une prototropie, c'est-à-dire que le proton qui est libéré au moment de cette étape-là, vous l'avez directement déplacé vers l'autre groupement OH, alors qu'on a insisté en classe sur le fait que c'est en 2 temps que se fait ce passage de proton, puisque la fonction émi-acétale est une fonction qui a une certaine stabilité qui existe. Attention à respecter le timing des différentes étapes. Et ce qui est plutôt intéressant dans ce sujet, c'est qu'après vous avoir permis de vous échauffer, si je puis dire, sur un mécanisme qui était exactement celui vu en classe, on vous demandait de transposer vos connaissances pour faire une transcétalisation, c'est-à-dire qu'on passe d'un acétal à un autre acétal, mais en utilisant les mêmes réflexions d'échange de protons, puis de fabrication, d'élimination d'un groupe. Ici, c'était pas une molécule d'eau qui était éliminée, c'était une molécule de méthanol, mais finalement l'analogie est assez complète. Pour ceux qui sont passés à travers ce mécanisme, je vous engage volontiers à le reprendre, à réfléchir aux analogies pour que votre mécanisme soit cohérent. Voilà, il y a quand même eu un assez bon pourcentage de réussite. La seule chose, c'est qu'ensuite, on voulait comparer encore une fois un mécanisme qui avait lieu avec celui que nous venions d'écrire de transcétalisation. Beaucoup d'erreurs sur l'équation bilan parce que vous ne faites pas attention au nombre de molécules de méthanol qui ont été libérées. Pratiquement tout le monde relève qu'il s'agit bien d'une protection de fonction. J'avoue que je suis pas très contente sur le fait que quand on vous demande quel est le rôle joué par la PTS, je viens de me rendre compte qu'il manque le S, mais c'est pas très grave, vous remarquez tous que c'est une source de protons, que ça sert à la catalyse, mais finalement assez peu d'entre vous ont bien pris en compte le fait que si je choisis la PTS, c'est parce que j'ai besoin d'un acide qui ne risque pas de venir en solution aqueuse, c'est-à-dire de m'apporter de l'eau en grande quantité, ce qui va diminuer le rendement de la réaction de cétalisation. Je choisis la PTS parce que c'est un acide fort, solide, anhydre. Le sujet continue avec une réaction de Williamson. Quand vous connaissez le nom d'une réaction, n'hésitez pas à le signaler, ça peut toujours être un petit bonus. Dans cette réaction de Williamson, le but du jeu, c'est effectivement d'arriver à faire une protection des groupements OH qui restent, et pour ça, on sait qu'on les transforme d'abord en alcoolates par l'intermédiaire d'une base forte. Ici, le texte imposait l'utilisation des ions hydrures, donc le dégagement de dihydrogène gazeux, qui rend la réaction totale, et puis ensuite, il fallait choisir entre une SN1 et une SN2. Et j'ai très peu de
de bonne réponse, puisqu'il fallait bien faire attention, c'est le piège classique de l'utilisation d'un benzyle, d'un FeCH2, c'est que le carbone fonctionnel, il a beau être primaire, il est quand même accroché à un cycle benzénique. Donc, le carbocation est un carbocation stabilisé puisqu'il y a tout un ensemble de formes mésomères, et dans ce cas-là, la SN1 est majoritaire, même si le carbone est primaire. Nous avons déjà abordé cet exemple-là, il faut absolument que vous ne tombiez pas dans le panneau, et qu'ici, vous ne partiez pas sur des flèches de SN2 qui ne seront pas validées, mais bien sur des flèches de SN1. Pour ce qui est du schéma d'un montage à reflux, je suis pas encore tout à fait satisfaite. Pour la grande majorité d'entre vous, vous ne fermez pas le haut de la colonne, vous me faites un espèce de dessin bizarroïde. Je vois des boules de la partie interne du réfrigérant à eau qui ne sont pas connectées entre elles ou qui ne sont pas connectées avec le ballon. Vous m'expliquerez comment on va faire le gaz pour traverser votre colonne. J'ai quelquefois des erreurs de circulation de l'eau à l'intérieur de la colonne. Et puis, chez certains, et ça c'est une erreur qui est vraiment gênante, il n'y a pas le support élévateur. Et moi, sans le support élévateur, je ne suis pas en condition de sécurité, donc le montage ne peut pas être validé. Enfin, on terminait par une déprotection des groupements, c'est-à-dire une rétroacétalisation. Et cette rétroacétalisation, elle permet donc une déprotection, mais surtout, elle va relibérer le groupement carbonyle. Attention à vos équations bilan lorsqu'elles ne sont pas équilibrées. Bien entendu, cette déprotection, elle ne va pouvoir agir que sur les groupes qui ont subi une acétalisation, pas les réactions de Williamson. Et on en déduisait la structure du composé D. Il y a globalement un très bon pourcentage de réponse. Dans les questions suivantes, il est question d'utiliser le chlorure de tosyle pour fabriquer des tosylates. Donc on sait bien évidemment que ça c'est transformer un groupement OH en groupement OTS, de manière à avoir ensuite, on y reviendra, une activation de l'électrophilie, parce que TS au moins est un excellent nucléofuge, stabilisé par mésomérie, mais on vous demandait d'écrire les schémas de Lewis pour les structures E et E', et les erreurs fréquentes que je relève, c'est que quand vous dessinez le schéma de Lewis, vous oubliez un grand nombre des doublets non liants sur les oxygènes. Dans un schéma de Lewis, s'il manque des doublets non liants, c'est faux, même si votre structure est globalement une structure correcte pour l'enchaînement atomique. Quant au mécanisme de la tosylation, c'est-à-dire de la transformation du groupement OH en OTS, il faut que vous fassiez attention aux flèches que vous allez proposer. Le soufre est engagé dans des liaisons multiples, donc c'est un atome insaturé. Et quand il y a un atome insaturé, on ne peut engager qu'un mécanisme de type addition, nucléophile et élimination, et en aucun cas une ESN. Donc il fallait calquer le mécanisme, comme nous l'avons vu dans le chapitre O9. Je vous laisse reprendre ce mécanisme et le regarder. On retrouve plein de points communs avec ce qu'on a pu faire au moment de l'écriture d'un mécanisme d'acylation, puisque par exemple, encore une fois, la pyridine, elle sert de solvant et son caractère basique va intervenir au moment de la déprotonation pour éviter la formation de HCl et donc éviter qu'il y ait un gaz toxique qui soit libéré. De plus, la dernière étape est une étape acido-basique entre une base faible et un acide fort H+, donc c'est une réaction acido-basique totale et de ce fait, l'ensemble du mécanisme devient lui-même une réaction qui est totale. On vous demandait de signaler pourquoi la réaction allait se faire de manière régiosélective. Le but du jeu, c'était que vous reveniez une fois de plus à la notion de contrôle. Ce contrôle est un contrôle stérique puisque TSCl est un réactif extrêmement encombré. Je l'ai dit, je le répète, chaque fois qu'on transforme un groupement OH en OTS, le but du jeu c'est de créer un excellent nucléofuge, TS au moins, et ça a pour but de rendre le carbone fonctionnel beaucoup plus électrophile. Le but du jeu c'est pas seulement de créer un bon fuge, c'est que si vous avez un bon nucléofuge, alors le carbone devient beaucoup plus réactif. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous utilisiez l'expression d'activation. Bien, pour terminer cette partie-là, les questions suivantes font référence à la notion de CCM. Et j'avoue que je ne suis pas du tout satisfaite de la manière dont vous rendez compte de ce qu'il se passe dans une chromatographie en couche masse. Nous avons repris en TP l'intégralité de la théorie qui va avec. Quand on vous parle du principe de quelque chose qu'on met en œuvre en TP, c'est qu'on veut s'intéresser aux justifications théoriques qui vont derrière. Donc le but du jeu, c'est de me raconter des histoires d'interaction entre les trois participants de la CCM, la phase fixe dont je sais qu'elle est polaire protique, essentiellement formée de liaisons OH, deuxièmement la phase mobile
éluante qui est de polarité et de proticité variable selon les solvants que vous mélangez pour fabriquer l'éluant. Et enfin, les constituants qui font partie du mélange dont vous cherchez à séparer les différents constituants. Il y a des interactions à 3 participants. On ne peut pas analyser qu'une seule des interactions pour répondre à la question. Définir le rapport frontal, c'est du cours. Savoir que c'est un rapport des hauteurs mesurées sur une plaque de CCM. Je vous ai refait un petit dessin pour que vous puissiez retrouver ces informations. Ça, vous devez absolument travailler ces questions-là. Elles sont régulièrement demandées au concours. D'abord parce que c'est pas facile, ça j'en ai conscience, mais que du coup, ce sont des questions extrêmement classantes parce que très peu de candidats répondent correctement à ces questions-là. Vous avez tous les documents à votre disposition pour justement vous placer dans la bonne catégorie, ceux qui vont répondre et répondre correctement. Travaillez le corrigé, reprenez le TP court que nous avons fait ensemble et vous verrez que c'est pas si compliqué à comprendre. Tout comme il faut absolument que vous sachiez répondre avec précision à toutes les questions de nature expérimentale qu'il y aura obligatoirement dans un sujet à l'écrit. Parce qu'on n'est pas du tout sûr que vous allez être interrogé sur un TP pendant la phase orale, donc il y a obligatoirement des questions qui vont porter sur les compétences expérimentales que vous devez avoir pendant 2 années de classe PC. Donc savoir pourquoi je fais un lavage acide, pourquoi j'utilise HCO3- pour éliminer les H+ en excès, et surtout qu'est-ce qu'il va y avoir dans chacune des 2 phases au moment de l'extraction. Ça doit être des réponses précises. Analyser les interactions avec les différents solvants, regarder les propriétés de polarité ou de proticité des différents constituants que vous avez utilisés au cours de la transformation chimique et placez-les dans la bonne phase. Relisez-moi ça, il y en a plusieurs maintenant. On a passé du temps aussi en TP pour expliquer les différentes notions. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces questions-là. Je terminerai cette partie par les questions portant sur N3-. Je tiens à remercier ceux qui me mettent 6 liaisons autour d'un atome d'azote. Je vous rappelle que déjà 5 c'est interdit, alors 6 on n'en parle même pas. J'ai été très étonnée aussi de comprendre que pour certains d'entre vous, le mot linéaire n'est pas suffisant et vous imaginez qu'il faut préciser que linéaire est plan. Je suis désolée, linéaire c'est beaucoup plus contraignant que plan, donc faites attention à votre vocabulaire. Le code VSEPR c'est AX2, donc la molécule est linéaire. Cette azoture était là pour servir de nucléophile dans une réaction sur le tosylate fabriqué précédemment, dont on sait qu'il a un excellent nucléofuge et dont on se rend compte que le carbone fonctionnel est primaire. On a cette fois-ci tous les arguments nécessaires pour engager une SN2 directement sur le carbone et en arriver à la structure du composé F. Dans la question 20, il était question de comparer l'acidité de 2 constituants. Bien entendu, j'attendais que vous me recitiez la définition, c'est-à-dire que un acide est d'autant plus fort que sa base conjuguée est stable, et ça c'est très important que vous sachiez le justifier correctement. Si la base conjuguée est stable, c'est que je peux peut-être mettre en évidence une conjugaison particulière. Je suis assez étonnée parce que beaucoup d'entre vous ont voulu m'écrire des formes mésomères à partir de CH3, CH2S-. Il n'y a pas de conjugaison, justement. C'est parce que celui-là n'est pas conjugué que nécessairement le composé dans lequel j'engage le groupement phényl, qui lui va avoir des formes mésomères, donnera naissance à une base beaucoup plus stable, donc à un acide beaucoup plus fort. Ne confondez pas tout. Dans la question 21, on vous demandait juste d'équilibrer l'équation bilan avec les ions hydrures, c'est-à-dire de bien faire remarquer que vous savez que le sous-produit c'est du H2 gazeux. N'oubliez pas les états physiques. Beaucoup d'entre vous écrivent H2 sans écrire gaz. Et puis quand on avait fabriqué Phi-S-, c'est qu'on voulait s'en servir comme nucléophile. Il est fabriqué par une réaction acido-basique, il sert de nucléophile. On vous disait que ça se passait comme sur un époxyde, donc il fallait utiliser un contrôle stérique et faire une attaque en anti sur le cycle et l'ouvrir. La cyclisation est toujours favorisée thermodynamiquement, donc c'est normal qu'on ait en priorité des composés cycliques qui sont fabriqués soit à 5 sommets, soit à 6 sommets. Je vous laisse lire en détail le corrigé pour comprendre comment cela va fonctionner.